Alors, correction de l'exercice en rapport avec la mécanique céleste. Donc, c'est l'exercice numéro 16, page 272, que vous aviez à faire. Alors, il concerne Eris et Dysnomia, donc qui est un de ses satellites. Alors, juste pour la petite information, Eris est une planète dite naine qui a été nommée en 2006. Et pourquoi on l'a appelée Eris? En fait, Eris, c'est la déesse grecque de la discorde. Et en fait, en 2006, il y a eu toute une controverse sur le fait qu'Eris était une planète ou non, et donc sur la définition d'une planète. Donc, on dit que c'est une planète naine et on lui a donné son nom en hommage à cette déesse de la discorde, de la controverse. Alors, on vous dit qu'Eris, justement, cette planète naine, parcourt une orbite elliptique autour du Soleil et possède un satellite naturel, Dysnomia. Donc c'est le satellite de la planète Eris. Le mouvement de Dysnomia autour d'Eris, c'est lui qui va nous intéresser ici, et pas le mouvement d'Eris autour du Soleil, c'est le mouvement de son satellite autour d'elle, est supposé circulaire et uniforme. D'accord? Donc on part du fait que le mouvement est circulaire et uniforme. On vous donne la notation pour la masse d'Eris, un grand M, E. Alors, on commence par vous demander de définir le référentiel permettant d'étudier le mouvement de Dysnomia autour d'Eris. Ce référentiel sera considéré évidemment comme galiléen. Alors, j'ai fait juste un cercle qui va représenter la trajectoire, donc l'orbite de Dysnomia autour d'Eris. Donc, Eris, le centre ici, et Dysnomia, je vais l'appeler petit d, enfin grand D, que vous avez ici. Alors, on peut représenter, en fait, Dysnomia va tourner évidemment autour d'Eris avec un mouvement circulaire et uniforme. On peut définir, même si c'est toujours compliqué avec moi, là, hop, voilà, la distance, le rayon de l'orbite, qui est la distance entre Dysnomia et Eris, puisque c'est un mouvement circulaire. On a un rayon et on vous dit dans les données à la fin que le rayon de l'orbite circulaire vaut RD 360 10 puissance 7 mètres. Donc je vais l'appeler comme ça. Alors à partir de là, on fait comme d'habitude. On va définir ce qu'on appelle le système d'études. Donc le système d'études, c'est Dysnomia ici. D'accord. De masse, alors il n'y a pas de nom dans l'énoncé, donc on va lui donner comme masse petit m grand D. Ensuite, le référentiel, c'est le référentiel centré sur Eris, qui va être considéré comme galiléen. On pourrait dire, au lieu de dire héliocentrique, géocentrique, on pourrait dire Eris-centrique. Donc c'est centré sur Eris. Et il va être, on nous le dit dans l'énoncé, pour pas qu'on se pose la question, il va être considéré comme galiléen. Ensuite, même si ce n'est pas demandé dans cette première question, faites-le parce que vous allez forcément en avoir besoin. Le bilan des forces qui s'applique sur Dysnomia. Alors ici, évidemment, on va considérer qu'il n'y a que la force d'interaction gravitationnelle exercée par Eris sur Dysnomia qui va s'appliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais représenter cette force. Que fait Eris sur Dysnomia ? Eris attire Dysnomia dans la direction DE et vers Eris, puisque Eris attire Dysnomia. Donc c'est la force exercée par Eris sur Dysnomia qui est comme ceci. Alors pour pouvoir donner une expression vectorielle de cette force, puisqu'on va en avoir besoin, on peut définir notre petit repère de Freinet, puisque dès qu'on a un mouvement circulaire uniforme, c'est le repère qui est le plus adapté. On a ici le vecteur unitaire du repère de Freinet UN, qui est le vecteur normal dirigé vers le centre du cercle, et on a, désolé ça va être, voilà, hop, le petit vecteur tangentiel UT, qui est dirigé dans le sens du mouvement et tangent à la trajectoire. Les deux petits vecteurs unitaires sont perpendiculaires, évidemment. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit, comme on l'a déjà vu, que la force exercée ici par Eris sur Dysnomia a la même direction et le même sens que UN. Donc on va pouvoir donner l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle. Ici, la force d'interaction gravitationnelle exercée par Eris sur Dysnomia va être égale en vectoriel à sa valeur fois le vecteur unitaire UN, puisqu'elle a la même direction et même sens que UN. Alors, quelle est la valeur de la force d'interaction gravitationnelle ici? C'est la constante de gravitation universelle fois la masse d'Eris fois la masse de Dysnomia et on divise par la distance entre les deux au carré. Donc ici, c'est le rayon de l'orbite au carré.
Donc déjà, si on a fait ce travail-là, on a déjà bien avancé. Alors, on nous demande dans la question numéro 2 de donner les caractéristiques du vecteur accélération de dysnomia, donc du centre de masse de dysnomia. On considère que dysnomia est un satellite qu'on peut représenter par son centre uniquement, donc de manière ponctuelle. Alors pour ça, c'est comme d'habitude, on a fait le bilan des forces, on considère qu'il n'y a que la force exercée par Eris sur dysnomia, et grâce à la deuxième loi de Newton, on va faire le lien entre cette force et le vecteur accélération. Donc là, on peut appliquer, donc pour la question 2, la deuxième loi de Newton. Donc d'après la deuxième loi de Newton, on sait que la somme des forces extérieures appliquées sur mon système, donc dysnomia, égale la masse de ce système, donc masse de dysnomia fois son accélération. D'accord ? Donc la somme des forces extérieures, c'est uniquement la force d'interaction gravitationnelle exercée par Eris sur dysnomia, donc qui vaudra la masse de dysnomia fois l'accélération. Je remplace par l'expression que j'ai déjà écrite. Si vous ne l'aviez pas fait avant, il faut le faire maintenant évidemment. G grand G fois la masse d'Eris fois la masse de dysnomia sur le rayon de l'orbite au carré fois le petit vecteur unitaire du repère de Fresnel. Alors ici, aucun vecteur unitaire n'était défini, donc il fallait le faire vous. Et dans ce cas-là, faites-le avec le repère de Fresnel. N'allez pas instaurer un petit vecteur unitaire là, ici. Là, ça ne sert à rien, on ne nous le définit pas. Donc direct, faites-le avec le repère de Fresnel, c'est plus simple. Parce qu'il n'y a pas de signe moins, au moins. Et ça nous donne la masse de dysnomia fois l'accélération. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la masse de dysnomia, on l'a des deux côtés, donc on va pouvoir simplifier. Ça nous fait grand G fois la masse d'Eris sur le rayon de l'orbite au carré, suivant le vecteur UN, égale l'accélération. Donc voilà ce qu'on peut dire de notre accélération, elle est égale à ça. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que c'est une constante, grand G fois la masse d'Eris sur RD au carré, donc positive, fois le vecteur UN. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accélération aura la même direction et le même sens, puisqu'il n'y a pas de signe moins, que le vecteur unitaire UN. Et ça voudra dire également que sa valeur, donc sans la flèche, ce sera G fois ME sur RD carré, qui est bien positif. Donc ça veut dire que notre accélération, elle est comment? Elle est dirigée et suivant le vecteur UN et dans le même sens, donc elle est comme ceci. Je ne vais pas la représenter pour ne pas surcharger le schéma, mais ça veut dire qu'elle est comment cette accélération? Qu'elle est dirigée suivant le rayon du cercle, donc elle est radiale, et elle est dirigée vers le centre du cercle, donc elle est centripète. Donc on arrive à dire que l'accélération ici est radiale et centripète. Et on peut la définir totalement avec l'expression qu'on vient de trouver. D'accord? Alors, on continue. On nous demande dans la question 3 de montrer que la période de révolution du dysnomia a cette expression-là. D'accord? Alors là, il faut se souvenir de la méthode parce que sinon, on va avoir un petit peu de mal. Nous, on a l'accélération. Ok? Grâce à cette accélération, il faut retrouver l'expression de la période. Alors, je rappelle que la période TD, c'est quoi? C'est la durée qu'il faut pour dysnomia pour faire un tour complet. D'accord? Et c'est quoi la distance parcourue? C'est quoi la distance qui correspond à un tour complet? C'est 2π fois le rayon du cercle, c'est le périmètre du cercle. Donc 2π fois le rayon. Donc TD, c'est la durée qu'il faut pour faire 2π RD. Ok? Alors la méthode est toujours la même. Il nous faut cette période de révolution. Or, donc on est à la question 3. Il nous faut TD. Okay? Or, on sait que nous, c'est la durée pour faire un tour, et on sait qu'un tour, c'est 2π fois RD. Ça, c'est la distance parcourue. On va pouvoir exprimer la relation qui relie la vitesse et la durée et la distance parcourue. La vitesse de dysnomia sur son orbite, ce sera la distance parcourue quand elle fait un tour complet sur TD. C'est le seul temps qu'on connaît par rapport à l'orbite ici. Donc VD égale ça. Donc si nous, on veut TD, TD, si je manipule la formule, je fais passer TD de l'autre côté, ça me fait TD fois VD égale 2π fois RD. Ensuite, je divise par VD, j'arrive à 2π fois RD sur VD. Donc, qu'est-ce qu'il me faudrait? Parce que RD, je l'ai.
d'accord, bah, il me faudrait l'expression de la vitesse. Or, moi, j'ai l'expression de l'accélération, l'expression vectorielle. Il me faudrait la vitesse. Or, il faut se souvenir qu'on a un mouvement circulaire uniforme. Et que pour un mouvement, donc je vais le refaire, pour un mouvement circulaire quelconque, on sait que l'accélération, c'est l'accélération tangentielle qui vaut d sur dt de la vitesse fois le vecteur tangent, plus une accélération normale qui vaut v, alors je l'ai appelé vd, pardon, vd carré sur le rayon du cercle, donc rd, fois le vecteur un. Ça, c'est pour un mouvement circulaire quelconque. Pour un mouvement circulaire uniforme, bah, qu'est-ce qui change? Bah, on sait que, et donc c'est notre cas ici, hein, on sait que la vitesse est constante et donc cette partie-là est nulle. Donc on a que l'accélération se cantonne à son accélération normale, c'est-à-dire vd carré sur rd fois un. Alors en plus, ça colle bien avec ce qu'on a trouvé, parce que nous, on trouve bien une accélération qui a même direction et même sens que un. D'accord? Donc nous, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'on a cette expression-là, donc la petite expression ici, là, qu'on a trouvée avec la deuxième loi de Newton, et on a celle-ci. Donc on va identifier les deux. D'accord? Qu'est-ce que ça nous fait? Ben, ça nous fait que vd carré sur rd, donc ce qu'on a devant un ici, est égal à ce qu'on a devant un ici, c'est-à-dire g fois grand ME sur rd au carré. D'accord? Du coup, ben, on va manipuler tout ça pour trouver la vitesse vd, et ensuite on pourra remonter à notre période. Donc ça nous donne vd au carré. Alors déjà, oui, un petit truc, vous voyez qu'on a rd en bas ici, rd au carré ici, donc on va pouvoir simplifier par rd. Donc j'arrive à vd carré égale, j'ai simplifié par rd, g fois me sur rd une seule fois, du coup, puisque j'ai simplifié, on avait rd fois rd. Ok? Du coup, bah, ça nous donne que v, la vitesse de dysnomia, c'est la racine carrée de g fois me sur rd. Bon, quelque chose qu'on avait déjà montré pour d'autres satellites et pour des planètes autour du Soleil. Ok? Nous, ce qu'on veut, c'est la période. Et maintenant, on a notre vd. Donc, cette expression-là, hop, donc l'expression numéro 3, je vais m'en servir maintenant. Donc l'expression numéro 3 me donne que TD est égal à 2pi fois RD, donc je ne suis pas obligée de mettre le point, hein, sur la vitesse. Et la vitesse, on vient de trouver que c'était la racine de G fois ME sur RD. Bon, alors on n'aime pas ça, hein. Évidemment, il y a une racine carrée au dénominateur, donc on va tout élever au carré pour faire partir la racine carrée. Donc ça nous fait TD au carré égale tout ça au carré, ça fait 2 au carré, 4 pi carré fois RD au carré. Et en bas, ça me fait G fois ME sur RD. Bon, alors ça, évidemment, je divise par G fois ME et je divise encore par RD. Donc ça, c'est la même chose que si je fais passer le RD en haut. Donc ça me fait 4 pi carré fois RD carré fois RD sur G fois ME. Alors ça nous donne quoi au final? 4 pi carré fois RD au cube, puisque c'est RD carré fois RD, sur G fois ME. Ok? Donc on arrive à quoi au final? TD carré égale 4 pi carré, je le réécris, un RD au cube sur G fois ME. Alors nous, on sait à quoi il faut arriver. C'est TD et on enlève le carré. Donc je vais passer à la racine. Ça nous fait racine carrée de 4 pi carré fois RD au cube sur G fois ME. D'accord? Bon, alors moi, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent un 2pi. Bah, pas de problème. Parce que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc, j'ai le droit de dire que c'est la racine de 4 pi carré fois la racine de tout le reste. Donc, RD au cube fois sur GME. Et c'est quoi la racine carrée de 4 pi carré? Ben, on l'a élevé au carré tout à l'heure. Hein. C'est 2pi. Et donc, ce sera 2pi fois la racine carrée de G n'importe quoi. Hop.
Voilà, la racine de RD au cube sur G fois ME. Et voilà ce qu'il fallait démontrer. C'est exactement ce qu'on vous demandait de démontrer ici. Donc on est content. Ok ? Ah, donc c'est toujours la même méthode. Hein. On trouve l'accélération avec la deuxième loi de Newton. On sait que pour un mouvement circulaire uniforme, l'accélération est normale et radiale et centripète, d'accord, et on a son expression et sa valeur, VD carré, enfin V sur le rayon de l'orbite, V au carré sur le rayon de l'orbite, donc on peut en déduire la vitesse et ensuite on en déduit la période de révolution de notre astre autour de l'astre central suivant ce que vous avez. Okay. Alors, dernière question qui va découler évidemment de cette expression, c'est d'exprimer la masse d'Eris, parce que nous on connaît la période de révolution. D'accord. Donc, on va exprimer la masse d'Eris et la calculer. Donc, un petit calcul, petite application numérique sympathique. Alors, on y va. Donc, nous, on veut sortir la masse d'Eris d'ici. Alors, évidemment, il y a une grosse racine carrée. Donc, on va tout réélever au carré, encore une fois, pour ne plus avoir cette racine carrée et sortir la masse. Donc, ça me fait 2π au carré. Allez, c'est 4π carré fois RD au cube sur G fois la masse d'Eris. Je vais multiplier, faire passer la masse d'Eris de l'autre côté pour pouvoir ensuite m'en sortir. Et donc, ça me fait 4π carré fois RD au cube sur G. Donc, attention quand vous manipulez. Et moi, ce que je veux, c'est la masse d'Eris. Donc, je fais passer TD carré de l'autre côté en divisant. Donc, ça fait 4π carré fois RD au cube sur G fois TD au carré. Et voilà l'expression de la masse d'Eris, donc de la masse de la planète naine. Alors, on me demande une application numérique. Alors là, attention, il faut la faire en une fois, mais il ne faut pas se tromper sur sa calculatrice. Donc, on la pose évidemment. Bon, 4π carré, ça, c'est la touche de votre calculette pour pi. RD, alors on va aller chercher la valeur de RD, on va vérifier que c'est la bonne unité. Alors c'est en mètres, donc on n'a rien à faire. 360 10 puissance 7 et il y a 3 chiffres significatifs. D'accord, donc 360 fois 10 puissance 7 mètres. Attention, on élève ça au cube. Donc on met des parenthèses sur sa calculette. Ensuite, on divise par entre parenthèses, parce que sinon, il va diviser par G et ensuite, il remultipliera. Donc G, c'est la constante de gravitation, 6,67 10 moins 11. Fois TD au carré. Alors attention, la période de révolution, on nous la donne, mais on nous la donne en jours. Donc il faut la mettre en secondes dans cette expression, évidemment. Donc, ça va me faire, avec 3 chiffres significatifs, 15 jours fois. Pour avoir des heures, on multiplie par 24. Et une heure, c'est 3600 secondes. Donc, pour avoir des secondes, on multiplie par 3600 secondes. Sauf que cette période doit être au carré. Donc, attention, c'est grand G fois, entre parenthèses, cette période au carré. Et je ferme la parenthèse pour bien diviser par tout ça. D'accord? Alors, si vous faites ce calcul, vous trouvez, si vous ne vous êtes pas trompé, 1,64, je garde 3 chiffres, puisque j'en ai 3 ici et 3 ici. 24 et 3600, c'est des nombres entiers ici, on n'a pas de problème de chiffres significatifs. Donc 1,64, 10 puissance 22, et c'est quoi l'unité des masses ici? C'est kilogrammes. Donc ça veut dire que la planète naine a une masse de 1,64 10 puissance 22 kg. Donc voilà un exercice très classique sur la mécanique céleste. Vous voyez qu'on peut évidemment faire plein d'exercices sur ce genre de choses. Donc ce qu'il faut savoir faire, c'est un schéma déjà, représenter les forces d'interaction gravitationnelle, utiliser le repère de Freinet, donc savoir le représenter. Ensuite, faire l'étude, système référentiel et les forces, savoir exprimer la force d'interaction gravitationnelle vectoriellement. Utiliser la deuxième loi de Newton pour trouver l'expression de l'accélération et retrouver si le mouvement est circulaire uniforme, qu'elle est radiale et centripète. Ensuite, connaître par cœur l'expression de l'accélération pour un mouvement circulaire et circulaire uniforme. En déduire la vitesse, d'accord. Ensuite, en déduire la période de révolution et ensuite, en fonction de ce qu'on vous demande, une masse, retrouver la troisième loi de Kepler. Il y a plein de possibilités, évidemment. Au passage, la troisième loi de Kepler, on l'avait ici.
D'accord, vous aviez TD carré égale 4 pi carré RD au cube sur GME. Si vous faites passer RD au cube de l'autre côté, on arrive à TD carré sur RD au cube égale 4 pi carré sur GME. Et c'est une constante. Donc on retrouve évidemment cette troisième loi de Kepler. Voilà, j'espère que ça va. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Bon courage à tous.